le voit du coup dans le bandeau, nous allons parler des Sixers. On va aller de manière chronologique, de toute manière. On va parler de ce match 2 entre les Sixers et les Nets qui a eu lieu hier à 1h30 du matin, avant de parler de l'autre match de la nuit, Kings-Warriors. Mais on va rester sur la conférence Est. Et pour en parler, nous avons monsieur... j'ai déjà oublié le prénom. C'est Mathieu. Mathieu. C'est pas grave. Je prends pas des notes un peu, t'as pas un calepin où tu... Non, t'inquiète. Mais c'est pour ça que vous êtes là, les gars. Voilà. C'est pour ça que vous êtes là. On a Mathieu, du coup, du compte Twitter SoMy76ersFR qui est venu pour... Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour. Salut à toi. Mathieu. Et une première sur TBA, donc t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et voilà, tu es là pour apporter aussi ton œil de fan, de supporter, mais voilà, pour voir un peu ce que tu as pensé de ce match pour les Sixers, pour les Nets aussi, pour voir un peu, pour avoir une espèce de petite discussion. Je dis bonjour à 3and Prods qui est là, salut à toi. Du coup, une victoire pour les Sixers, du coup, justement, comme on l'a mis dans le bandeau, qui mène déjà 2-0. 96-84, un petit scoring hier soir. Mais comme on l'a mis, déjà l'impression que les Sixers, c'est trop fort, en fait, pour les Nets. Les Nets, c'est impossible. Ils vont jamais pouvoir nous défendre. Embiid, c'est trop fort pour eux. Genre vraiment, c'est même à 2 ou à 3 contre lui, vraiment, c'est compliqué. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Après, on fait un match en demi-teinte quand même. Notre première mi-temps, elle est vraiment, comme je le disais, vraiment, elle est horrible, elle est calamiteuse. On nous retrouve les pertes de balles qu'on avait pendant la saison régulière. Vraiment, je crois, on a 12 pertes de balles sur la première mi-temps, ce qui est beaucoup trop. C'est énorme. Et aussi, on a une mauvaise gestion de Doc Rivers sur les blessures. Enfin, non, pas sur sur les fautes. L'habitude. Sur les fautes. Sur les fautes. Et on a 2 joueurs à la fin de la première mi-temps qui ont 3 fautes. Et ça, c'est pas possible en playoff. T'as pas le droit de faire ça. Surtout Tobias Harris et Jalen McDaniels qui sont des. Enfin, ça va en termes de défense, ils sont assez bons. C'est pas normal d'avoir ça. Vous les gars, du coup, qui avez vu le match, on est d'accord avec Mathieu, un match vraiment qu'on pourrait définir en 2 parties. Une première mi-temps où on a un James Harden un peu bourré, on peut le dire. Oui, un peu beaucoup, ouais. On en a parlé juste avant, qui finit à 1 sur 8 au tir. 1 sur 7. 1 sur 7 Ouais. Et 0 sur 5 à 3 points, je crois aussi. 0 sur 4 à 3 points. Ah, 0 sur 4, excuse-moi. Ça arrose un peu sévère. Et au final, à la mi-temps, c'est les Nets qui sont devant. Ouais, c'est les Nets qui sont devant. De 5 points. Et par contre, le retour des vestiaires, mamma mia. Je sais pas ce qu'il leur a dit, Doc Rivers, mais c'est un run de combien? 20 à 5 qu'il y a eu? Ouais, c'est ça. C'est très bien ce qu'il leur a dit. Run. Il leur a dit quoi, Enzo? Let's go, guys. Ouais, let's go, guys. Let's go, guys. Voilà. Ah, c'est une fraude, lui, mais bon. Oh, est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est une fraude? Il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, mais bon. Enfin, ouais. Merci à Embiid, quoi. Avec les Clippers aussi, ils faisaient des bonnes saisons. Oui. Mais moi, j'y crois à ces Sixers. Mais du coup, Nico, Enzo et Quentin, là, quel regard vous portez sur ce match-là, sur cette victoire des Sixers? Là, on est sur véritablement... moi, je pense qu'ils dominent quand même leur sujet, les Sixers, même si parfois il y a un petit coup de blowout, quoi. On éteint un peu la lumière. On l'a vu en première mi-temps. Après, ensuite, en contre-attaque, ils sont quand même très bons. Les Nets ont eu très peu de facilité à mettre leur défense en place pour éviter qu'ils prennent justement ces points en contre-attaque. Harden, je trouve qu'il est quand même un peu mieux sur la deuxième mi-temps. Maintenant, on se rend compte que malgré tout dans cette équipe, même si Harden est en demi-teinte, ça va quand même au bout, quoi. Il y a d'autres mecs à côté qui aujourd'hui sont en train de prendre de l'essor, sont en train de prendre du volume. Et voilà, moi je pense que ça donne en tout cas une bonne chose, enfin de bonnes sensations pour la suite.
Bah, c'est pour ça quand tu parles du next man up un peu, hein, cette nouvelle philosophie, c'est pour ça que moi je crois vraiment aux chances des Sixers parce que j'en avais déjà parlé, mais j'ai l'impression que c'est un roster vraiment très équilibré, beaucoup plus que les saisons précédentes. Et bah, James Harden il est pas bien au tir, il finit à 3 sur 13, hein. 8 points, 5 rebonds, 7 passes. On peut même pas dire qu'il est vraiment non plus brillé par la passe. En mode, bah voilà, il finit avec 15 passes et on se dit, ouais, ok, il a eu du mal, mais playmaking et tout. Mais t'as un Tyrese Maxey à 33 points à côté. Joel Embiid, un peu en mode diesel, hein, tranquillou. 11 tirs tentés, 20 points. Il est tranquille en ce moment. J'ai un meilleur terme. Dis-moi. Embiid en mode Jokic, tout simplement. Je suis à 2, ouais, c'est pas grave. Ouais. Non, mais je dis pas ça de façon péjorative. Mais la façon de servir juste de point d'ancrage, de servir les autres en premier. 11 tirs, c'est pas loin d'être un des matchs de toute la saison où il prend le moins de tirs au final. Donc non, il a clairement joué comme si c'était Nikola Jokic. Après, il est pas parfait dans ce domaine-là, et on le voit avec notamment les 8 balles perdues. Mais il a joué comme Jokic jouerait en temps normal, c'est-à-dire je suis en premier lieu un point d'ancrage. J'attends de fixer la défense pour servir les autres, et si la défense n'est pas fixée, je joue et je vais au panier. C'est ça, voilà. Attends, de toute façon, tu voulais en parler dans l'isolation qui viendra par la suite. Toi, tu voulais vraiment parler de cette capacité qu'il a eu à gérer ses doubles teams et à trouver les partenaires ouverts, du coup. Exactement, et ça se fait depuis déjà le Game 1, et Nico parlait du jeu rapide, et ça se voit avec Tyrese Maxey qui met 33 points cette nuit, et pareil dans la continuité du Game 1 aussi. Donc au final, mis à part Harden qui est KO, le Game 2 est une continuité du Game 1 avec des tendances qui se confirment face à des Nets qui ne trouvent aucune réponse défensive. C'est ça, exactement. Et tu as raison, c'est vrai, je te coupe, Maxime. Vas-y. Mais c'est vrai que tu as raison, il y a aussi le fait qu'il lit beaucoup mieux aujourd'hui Embiid ses prises à deux, et cette lecture aussi de la défense qui s'installe, et de mieux trouver ses partenaires. Et c'est vrai que franchement, ça fait réellement la diff aujourd'hui. Non, clairement, et du coup, t'as un Joel Embiid en 20-19, parce que l'autre, le copain, comment il domine dans la raquette, j'avais l'impression des fois de voir un adulte jouer avec des U15, tu sais. Vraiment. Que le mec en trottinant, il va prendre le rebond, il va pouvoir post-up, il va pouvoir gérer, et c'est un peu à sa sauce et à sa vitesse, quoi. Il est totalement dans son élément. Et bon, Nick Claxton, c'est un bon défenseur, mais tu vois bien que là il manque de muscles, il manque de puissance pour. Il a eu du mal là. Hein. Ah bah oui, et puis. J'ai envie de te dire, il manque surtout de l'orientation, dans le sens où il laisse trop d'espace à Jokic, à Embiid, comme quoi. et en fait, là où Embiid arrive toujours à le malmener, ça va être sur le footwork, où avec ses jambes, sur son premier appui, il va toujours chercher assez loin pour empêcher Claxton de vraiment faire opposition à sa course et à son mouvement. Et c'est ce qui manque à Claxton, c'est de savoir vraiment comment se placer et comment amener Embiid là où tu veux l'amener. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une erreur de Vogel aussi, de mettre Claxton sur Embiid et non pas Dorian Finney-Smith, qui pourrait amener plus facilement Embiid vers Claxton, après viendront fermer à 2. C'est là où je voulais en venir, c'est quoi, t'as eu des séquences où il y avait Dorian Finney-Smith qui était en défense sur Embiid. Le problème, c'est que là, au niveau de la taille, parce que Joel Embiid, on parle pas du pivot le moins skilled balle aux mains de l'histoire, quoi. Donc le copain, oui, certes, il va peut-être pouvoir, avec son centre de gravité bas, le gêner, mais par contre, sur certaines séquences, Embiid, il va prendre le dessus, et puis il va les mettre un hook tranquille juste au-dessus, parce que Dorian Finney-Smith, trop petit, quoi. Et malgré ça, à Brooklyn, t'as pas eu dans ce Game 2 un Mikal Bridges impérial comme au Game 1. Par contre, t'as eu un Cam Johnson. Il était très très bon. Cam Johnson, il était excellent. Wow. Cam Johnson en première mi-temps, il finit à 28 points, mais je crois qu'en première mi-temps, il en a 22, 20, un truc comme ça. Oui, il dépasse les 20, je crois, oui.
22 points, 70% au tir. Et puis en plus, c'est pas des tirs, c'est pas des lay-ups, quoi. C'est pas des tirs en mode ah, Rudy Gobert, il a été à 70%, tu vois. Non. C'est des 3 points. Exactement. Il y a un énorme dunk sur Joel Embiid. Il y a Mais du. quel dunk? Quel dunk? C'est vrai. Bah oui, Quel dunk? Mais quel Ah oui, dunk? le De quel poster. dunk tu parles? Il n'y a pas de poster. bah bien sûr Joel que Embiid, si. il a dit, il Ouais. se souvient pas. Joel Embiid, il a dit lui-même, je me souviens pas de m'être fait dunker dessus. De quoi on parle? Ouais, Il y a eu un dunk. t'inquiète pas. Mais Joel Embiid, il parle beaucoup, il dit des choses, mais voilà. Hein. On verra si le backup sur le terrain, mais c'est ça qui est bien chez ces Sixers-là, et je trouve que c'est quelque chose qui... Enfin, ce Game 2 l'a parfaitement illustré. C'est chacun a son rôle, et s'il faut prendre le lead un peu techniquement, bah, tu vois, t'as Tyrese Maxey, bim, il le prend. Joel Embiid, tranquille. Harden, il a pas besoin de forcer. Il finit à 3 sur 13, mais tu vois, je pense, l'année dernière ou il y a 2 ans, il aurait encore plus croqué. Il aurait terminé à, je sais pas, 4 sur 20, 5 sur 21 ou un truc comme ça. Tu vois. Bah là aussi, il peut pas vraiment aussi avec Embiid et Maxi. Maxi, c'est presque devenu notre deuxième option offensive. Hein. Donc bon. C'est pour ça que je trouve que ce Game 2, il illustre vraiment la cohérence du roster. Parce que justement, comme tu dis, bah, il est pas bien. Il y a Maxey, il y a Tobias Harris, il y a PJ Tucker, il a 0 sur 5 au tir, mais PJ Tucker, horrible. PJ Tucker dans le corner, voilà, c'est pas dégueulasse, quoi. Melton. La bataille du banc, les gars. C'est vraiment là, on voit vraiment la différence des Sixers. Je te coupe, Maxime, excuse-moi. Bien sûr, vas-y. Vraiment, Vas-y. c'est vraiment ce côté-là, moi, où je me dis, ça a changé quand même les Sixers à ce niveau-là. C'est que même si on n'a pas des mecs qui scorent beaucoup, on a quand même la possibilité d'avoir des titulaires aux Sixers qui jouent beaucoup moins. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans le 5 majeur, il y a 3 joueurs du 5 des Nets qui jouent 41 minutes. Alors ok, c'est les playoffs, mais si tu veux aller loin, aïe. Ben ouais, mais c'est là. Vous vous souvenez quand avant la principale option sur le banc c'était Korkmaz. Ouais, on s'en rappelle. Là, mine de rien, tu vois, t'as 4 joueurs à plus de 10 minutes là sur le banc du côté des Sixers. Melton, McDaniels, Nyang et Paul Reed. C'est nickel comme role-player en playoff. Tu sais que c'est des mecs, c'est des cols bleus. Melton, il te tient bien la balle, il te tient bien un rythme et il peut mettre ses tirs. McDaniels, il défend. Paul Reed, parfait pour l'instant sur la série. Incroyable, hein. Le back, c'est le backup de Joel Embiid, hein. C'est bon. On veut plus de Montrezl, on veut que lui. Ah bah c'est ça, et franchement, bien joué Doc Rivers. Encore une fois. Ouais, mais il a eu du mal à le mettre, hein, quand même, à lui faire confiance. Hein. Let's go, guys. Après, je trouve pas que ce soit du mal à faire confiance. Je pense que c'est plus le fait de... T'es en saison régulière, tu tentes d'autres approches, tu tentes je suis d'accord. d'autres options. Puis surtout, on va pas se mentir, au début de la saison, Paul Reed, c'est pas lui qui t'apparaît comme le backup de Joel Embiid, comme tu dis. Donc non, je lui en veux pas. Paul Reed qui est d'ailleurs en fin de contrat. Hein. Ouais. Il va donc signer aux Pistons pour les minimums. Okay. non, j'en avais parlé justement avec un autre compte des Sixers pendant le match. Sixers, ouais, je demandais justement, vous l'évaluez à combien, Paul Reed? 10, hein. 10. Ouais, maximum 10 aussi. Hein. Ouais, j'étais sur un 8, surtout 12, si on veut mettre range. Contre un max à Maxi, enfin environ un max à Maxi. Ouais, Reed, c'est obligatoire 10. À moins qu'une franchise décide de casser un peu la tirelire, ça peut arriver. Mais de toute façon, vous pourrez matcher. Oui, il est restricted. Ouais. Donc bon, au pire, déjà, ça te donne un peu cette sécurité, mais après, quelle équipe va vraiment casser la tirelire pour Paul Reed, tu vois? Encore, ça reste un remplaçant pour l'instant, tu vois. Il y a des équipes qui peuvent le faire, t'inquiète pas. Ouais, les Spurs. Non. Non, c'est bon, avec Poeltl, ils en ont eu ras-le-bol. Après, je rappelle que Paul Reed est un joueur de basket qui n'a jamais joué 30 minutes dans un match. Hein, donc, oui, voilà, c'est exactement ça. C'est que je pense que tu vois, si les Sixers peuvent le sécuriser sur plusieurs années, genre voilà, tu le sécurises sur 4 ans à 10 millions la saison, un peu à quoi un tarot un peu à la 45 sur 4, là, tu vois, un truc comme ça. Ouais, c'est propre ça. Hein. Ça serait propre, hein. Ouais. Un contrat progressif. 11 et quelques la saison, ouais. Tu vas de 8 à 12 un peu.
Bah, Non. s'il performe comme ça, moi je signe hein, tous les jours. C'est clair, non, c'est sûr. Mais du coup, bon, bah ouais, on parlait du banc de Philly. Bah, le banc de Brooklyn, c'est là où tu vois, voilà, c'est Joe Harris, Seth Curry et Royce O'Neal. Royce O'Neal qui a joué 35 minutes hier soir. Oh bordel. Ça devrait Ouais, pas contre, je et arriver. comprends même toujours Seth pas. Curry, Seth Curry, il veut Je sais pas, pas, les gars, désolé. Hein. vous comprenez la mise totale à l'écart de Cam Thomas? Alors, Je la ne comprends comprends pas. Je ne comprends pas. J'avais Bah, parlé moi, un peu à un Net France, tu sais, un compte Ouais. net. Et en fait, à ce qui paraît, Cam Thomas, c'est pas si fort que ça. Mais après, j'ai mais pas bien assez sûr, vu les Nets mais bien que sûr, pour voir ça. Donc, mais Mais le bien mec est sûr en que pleine Cam Thomas. confiance. Le type est en pleine confiance. Excuse, je te coupais dedans, Vas-y, excuse-moi. vas-y, t'inquiète. Le mec est en pleine confiance. D'ailleurs, j'ai pas du tout compris d'ailleurs ce move qui était quand les mecs sont arrivés, donc entre le fait que Kevin Durant soit transféré et qu'au final les autres arrivent. Donc je crois qu'il tape quoi? C'est 3 matchs à plus de 40 ou 2 matchs à plus de Ouais, 40? 3, je crois. 3, hein? Ouais, ouais, ouais. Il fait 3 matchs à plus de 40 et tout d'un coup, tu le remets au frigo et plus jamais tu le ressors. Même Mais si au encore final, heureux. c'est pas si exceptionnel que ça, malgré tout, tu peux quand même l'intégrer à la rotation. Ça, vraiment, je ne comprends pas du tout là le fait de le mettre totalement hors, même si tu considères que c'est pas ton prochain Kevin Durant, malgré tout, ça te permettrait de faire reposer quelques titulaires et le mec peut envoyer quelques bombinettes, hein, on l'a vu quand C'est même. ça. Bah non, les gars, pas du tout. D'ailleurs, on rappelle qu'en playoff, les défenses, c'est pas la même chose qu'en régulière. Que en plus, comme Thomas, c'est ce qui s'appelle, comment dire, un pyromane. Un pyromane, par définition, il a besoin de chauffer. Donc, c'est pas sur 10-15 minutes qu'il va chauffer. Et comme Thomas est ignoble en off-ball et en spot-up shooter. Il a Après, besoin d'avoir la balle, il a besoin de se créer son espace à lui et de jouer sa, non pas sa triple menace, parce qu'il fait pas de passe, sa double menace. Donc, au bout d'un moment, quand tu essaies de courir un collectif, quand voilà, tu veux faire tourner la balle comme quoi qu'on dise, la balle tourne honnête. Hein, C'est vrai. la balle tourne bien. bien sûr. Dinwiddie est à environ 7 passes D de moyenne. Et je vous dis, c'est pas avec Cam Thomas que ce serait le cas. Donc, Bah, que Cam après, Thomas soit c'est ok, là, moi, je c'est suis là tout où à fait d'accord. je comprends un peu ce que veut dire Nico, c'est que dans le sens où t'es les Nets là, tu n'as aucune ambition sur cette post-season. Tu peux aller, tu vas jusqu'où tu peux aller. Voilà. Ta saison, on en a parlé quand on avait fait un peu je crois qu'on en avait parlé sur les previews des séries et tout. T'as débuté avec Steve Nash, Kevin Durant, Kyrie Irving, il y a eu des demandes de trade, non, en fait si je pars, et puis Kyrie il est antisémite, et puis machin. C'est un bordel. T'arrives sur cette post-season, qu'est-ce qui t'empêche? Perdu pour perdu. T'as Cam Thomas qui a encore 2 ans chez toi. Au lieu de faire jouer Joe Harris et Seth Curry, les deux, qui sont en mode le même de Spider-Man, tu sais, les deux, tu vois, ok, deux pyromades, ok, c'est les mêmes, je les vois en même temps sur le terrain, je me dis, mais c'est quoi la logique? Seth Curry qui est agent libre, Joe Harris, il est à 19 900 000 $ l'année prochaine, je pense que tu vas vouloir t'en séparer. Pourquoi tu t'essayes pas de le développer, le gamin? Perdu pour perdu, ça va te changer quoi, en vrai? Exactement. Moi, je suis Ça 100% là-dessus. Ça va te changer que tu peux faire ça à la rigueur, aller sur un game 4 où tu perds 3-0, où vraiment t'as plus rien à perdre, tu dois prendre des risques, etc. Mais pour l'instant, concrètement, même si sur le terrain l'écart est incroyable, tu n'es qu'à 2-0. Oui. Tu n'es qu'à 2. Ben, donc, sachant que tu es à 2-0, où tu as perdu les 2 matchs à l'extérieur. Donc tu peux pas te permettre de dire, oh, foutu pour foutu. Comme... Non, tu as encore un playoff, tu as encore un lice pour une qualification. Tu vois, genre hier, en soi, c'est pas passé si loin que ça que les Nets l'emportent non plus. Ils ont failli faire un upset parce qu'Harden était abonné absent. Ouais, puis Donc, t'as un Harden aux abonnés absents, t'as un Joel Embiid qui est en mode intérimaire. je veux bien. Mais du coup, justement, parce que tu as ces facteurs-là, tu peux te dire, faut jouer à fond. Et si tu joues à fond, tu te mets pas comme Thomas. Ouais, je sais pas. Moi, je suis plus vraiment en mode, bah pourquoi pas le développer et enfin voilà quoi. Parce que tu sais que cette Curry et Joe Harris, c'est pas ton futur quoi. Mais c'est pas si efficient que ça, surtout, tu vois. Attends, mais c'est pas ton futur, mais ce sont. Vas-y. Je finis après, t'inquiète. Vas-y. Ce sont des joueurs off-ball confirmés. Ce sont des shooters confirmés.
Oui, tu peux faire la tête, mais je suis désolé, mais ce sont des joueurs off-ball confirmés. Ah non, mais Joe Harris, En fait, faut ici. arrêter. Joe Harris, ça fait combien de temps qu'il a pas fait 3 matchs de suite assez constants? Ok, donc tu préfères faire jouer un joueur off-ball moyen, non, même moyen, mauvais, mais qui peut être excellent sur un match, ou tu préfères faire jouer un joueur off-ball nul. Bon, t'es dur, ouais, c'est bon. Enzo, Mais t'en as en plein. off-ball, mais Enzo, en t'en as plein. Le off-ball, truc, t'es c'est nul. que moi, je trouve qu'il y en a plein des joueurs qui sont comme ça en NBA et qui, tout compte fait, ne jouent pas off-ball, sont des gros trous noirs, en fait, où tu revois jamais la balle. Mais si ces mecs-là, au final, finissent par être efficients, si tu veux, en attaque, parce que moi je trouve que, si tu veux, on est un peu moins sur cette partie NBA où la défense te fait gagner des matchs. Ok, en playoff, on Oui. voit bien que, au final, c'est vrai que c'est un petit peu plus physique, un petit peu plus défensif. Si tu regardes le pace, il est pas si différent que ça que la saison régulière. Alors même, je crois que c'est un peu plus haut sur le premier match des Kings et des Warriors. Mais si tu te dis qu'au bout du compte, t'es pas loin, moi, je penche plus sur le fait de me dire, tu as moyen peut-être d'avoir un Cam Thomas qui peut peut-être prendre feu et qui t'aide sur, tu vois, ce côté d'avoir pris le lead et peut-être de le garder parce que le mec va prendre feu, plutôt que de se dire tu laisses un Royce O'Neal ou un Joe Harris ou même un Seth Curry qui ont quand même des difficultés. Après, encore une fois, c'est un truc qui se voit d'un côté comme d'un autre. Voilà, ça, c'est les Mais choix du coach. ouais, Voilà. pourquoi Cam Thomas, ça pourrait pas devenir un Jordan Poole? Par exemple. Surtout quand tu vois que. Parce que, On Parce en que tu veux parlera tout dire. à l'heure, mais Après, parce qu'il faut pas que ça aussi- dévie en sujet net, ça, attention les gars. Ouais, Bien sûr. ouais. Mais ça, on aura le temps d'en parler de cette gestion-là, de toute façon, dans les prochains matchs, et peut-être qu'on aura quelqu'un des Nets pour en parler avec nous. Mais c'est vrai que la gestion de Cam Thomas, elle est assez, enfin, elle pose question, parce que soit tu le mets, soit tu le mets au placard, mais tu peux pas rester dans cet entre-deux-là, quoi, en fait. Et disons que dans le global, en plus, c'est surtout qu'au bout du compte, ça te fait des titulaires qui sont à plus de 40 minutes. Tu te dis que sur une série que tu peux peut-être faire durer, ça va être très compliqué. Il va forcément y avoir des quatrièmes cartons ou des troisièmes cartons où les Nets ils vont avoir des gros coups de blowout, des gros coups de down, quoi. C'est ça. Du coup, là, on va aller du côté des Nets pour le Game 3. Ouais. Du côté de Brooklyn, on part sur quoi? 2-1, 3-0? Quelle physionomie vous 3-0, voyez là hein. pour le Game 3? Ouais, moi aussi pareil, 3-0 pour moi, ça paraît une marche beaucoup trop haute pour les Nets. Maintenant, il peut y avoir aussi le petit côté des Sixers qui arrivent un peu les mains dans les poches, hein, et puis qui se font surprendre un petit peu sur la fin. Mais je mise quand même sur le 3-0. T'en penses quoi toi, Mathieu? Moi, la même chose, 3-0. Surtout qu'à domicile, les Nets, ça change pas grand-chose. C'est à côté de chez nous, enfin, c'est à côté de Philadelphie, donc bon. On va Ouais. être plutôt nous à domicile, presque. Donc bon. Donc, bon, ouais. Moi, je dis 3-0. Ah, c'est vrai que ça semble, ouais, comme vous dites, ça semble beaucoup trop. La marche est trop haute et t'as l'impression que tout cet amas chez les Nets de role-player un peu, où il manque vraiment ce patron qui peut être Embiid, qui peut être James Harden et tout ça, qui pour mener le truc, et on sent pas vraiment une révolte possible. Après, pourquoi pas? Parce que c'est vrai que là, on a eu un gros match de Mikal Bridges au Game 1, Cameron Johnson au Game 2. Si les deux, par miracle, pourraient... Si ça se combine, c'est parfait pour eux, hein. Ah bah c'est clair. Donc on verra. On verra bien pour ça. Mais du coup, passons. Est-ce qu'on passerait pas à l'isolation là? Hein? Allez. Allez, c'est parti. On va passer sur l'isolation de Monsieur Nico. Ouais, moi je reviens sur... Attends, il y a le générique. Ah, d'accord, le petit générique. C'est vrai. Voilà. Tu vois, il y a le générique, faut le laisser. On a un beau générique fait par Antoine Magnifique, le Rivers générique. Windmill. J'avoue. Du coup, tu voulais axer sur Tobias Harris. Oui, parce que je trouve que ce joueur est super utile. Moi, c'est un mec qu'on a souvent un peu décrié, voilà, on se disait, il est quand même cher, tiens, pourquoi ils l'ont re-signé, tout ce qui suit. Moi, j'aime beaucoup ce type de joueur qui fait beaucoup de choses de l'ombre, en fait, qui va chercher des rebonds, qui va au contact, qui tire aussi pas mal sur le mi-distance. Et moi, ça, j'aime beaucoup parce que c'est vrai que j'en vois beaucoup trop de joueurs qui insistent à 3 points et qui finissent à 2 sur 12 ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu ridicule. Là, on a un mec qui est capable de mettre 20 points, qui va chercher des rebonds parce que je crois qu'il en a pris combien là sur ce match? 12. Il en prend 12, dont 5 offensifs.
Voilà, bonne défense. C'est un mec qui permet aussi de lier le collectif. Et c'est pas un type qui a besoin de beugler pour avoir des tickets shots. Parce que c'est pas un mec comme ça. Donc moi je dis véritablement un joueur très 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 précieux. Et si les Sixers vont loin pour moi, c'est parce que Tobias Harris est là aussi. C'est un joueur très important pour moi au niveau des Sixers. D'accord avec ça, messieurs ? Ça va être un facteur X. Hein. Pour tous les playoffs, du coup. Ah ouais, on a besoin de lui. Totalement. Surtout. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Nico et je rajouterais même que c'est pas. Je pense que Tobias Harris est le joueur qui a le plus profité de l'arrivée d'Harden. C'est vraiment lui qui en profite le plus parce que ça lui crée de l'espace. Ça le met à sa place, c'est-à-dire sa place de troisième option offensive. Parce que même quand il y avait Ben Simmons, il restait la deuxième option offensive, même s'il était moins fort que Ben Simmons en soi. Donc ouais, je pense qu'il est enfin à sa place. Il reste cher pour une troisième option, c'est un Évidemment. fait aussi. Mais il est à sa place et il est excellent. Je suis d'accord avec toi, Enzo. C'est vraiment... Il a trouvé sa place, tout simplement, dans l'effectif, dans le jeu. Je pense qu'il s'est bien adapté aussi à cette équipe de Philly maintenant. Facilitateur en attaque, ça prend des rebonds, ça défend. Et ça peut mettre 20 points quand il le faut. Et surtout, je trouve que Tobias Harris, c'est le genre de joueur aussi où j'ai l'impression que sa contribution, elle va être discrète quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quand il va mettre 20 points, 12 rebonds par exemple, comme hier, finalement, c'est quand tu regardes les stats et le box score, à la fin tu fais « Ah ouais, le con, il a fait un gros double-double quand même. » En seulement 14 tirs pris. Exactement. C'est ça le truc, c'est que l'autre il te sort un 20-12 avec 14 tirs pris seulement, donc efficacité nickel, 3 sur 3 au lancer, 1 sur 3 à 3 points, il a pas arrosé du tout. C'est ça qui est parfait. Par contre, à l'inverse, Tobias Harris, ça va être aussi un mec qui peut te mettre 18 points dans une défaite, mais 18 points qui vont être inoffensifs. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est le joueur double tranchant. Régulier, voilà. Mais tu peux pas... L'inverse de Jordan Poole. On va en parler de ça, Jordan Poole, au cas où, tout à l'heure. Mais voilà, donc c'est hyper important dans les petits détails et une contribution assez régulière, victoire ou défaite, quoi. C'est vraiment le soldat, quoi, des Sixers pour moi. Jusqu'où, justement, il y a un petit sondage là pour ceux qui sont dans le chat. Merci, je pense que c'est Loris qui l'a fait. Jusqu'où iront les Sixers ? Après 2 matchs là, où est-ce que vous voyez... Bon, Mathieu, je pense que c'est toi tu veux nous dire qu'ils vont vers un 3-peat là directement. Non. En vrai, je dirais Celtics. Moi, je pense qu'on peut perdre 4-3, Celtics 4-2, ça dépend. Ok. Il y a de la demi de conf qui est votée, il y a de la finale. Moi, dans mon bracket, je les vois aller en finale. Après... Moi, je les ai mis finale NBA, donc bon, victoire. Là c'est toi, c'est le cœur qui a parlé, bien sûr. Mais ouais, Quentin, Nico, vous les voyez aller où, vous ? Comme d'hab. Demi-finale, toi, Quentin ? Ouais. Prochain tour, c'est quoi l'adversaire ? C'est le vainqueur de Celtics Hawks. Celtics Hawks. Celtics Hawks. Ouais, du coup, ça va être compliqué. Hein. Donc probablement les Hawks. Si c'est les Hawks, ils passent tranquille. Hein. Ah, ils passent tranquille, ouais, ça se fait finale de conf. Face aux Celtics, ça va être très très compliqué. Encore une fois, c'est une grosse équipe, les Celtics. Il y a beaucoup de monde. Là aussi, il y a un effectif pléthorique. Ça peut être, encore une fois, les matchs 7 gagnés à l'extérieur, c'est toujours très dur. Ça peut être une série qui peut aller en 4-3 si on a Sixers Celtics. Très difficile d'aller gagner quand même au TD Garden en match 7. Quoi. Après, une série comme celle-ci. On verra si on est sur une série comme ça, mais je pense que Philly a les armes aussi et surtout la capacité à varier son jeu et à attaquer sur plusieurs plans pour gêner les Celtics. Ce que n'a pas du tout Atlanta. Philly, ça peut marquer à l'intérieur, ça peut marquer par l'extérieur. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent prendre feu à mi-distance, ça peut aller chercher des lancers. Enfin, je pense qu'on sous-estime un peu le match-up que peut être Philly pour les Celtics. Mais ça, on aura le temps d'en reparler. En vrai, moi je vois un monde où ils passent tranquillement contre les Celtics. Faut juste que Robert Williams il se blesse encore. Et encore. Non, même pas ça. J'ai un autre monde qui existe dans lequel les Sixers gagnent contre les Celtics.
C'est que. facilement, attention. Pardon? Non, je disais facilement, tu vois. Le monde dans lequel les Sixers gagnent contre les Celtics dans une série de playoffs, c'est que Mazzulla, qui est un coach offensif, là où Ime Udoka était un coach défensif, ne trouve pas les solutions face au duo Embiid-Harden. Donc là, si les Celtics veulent aisément gagner leur série, c'est Mazzulla qui devra réussir à contrecarrer les plans du duo des Sixers. Exactement. Et après, ça a été quand même notre chat noir de la saison régulière. Hein. Je crois qu'on fait 3-1 contre eux. Du coup, on gagne, enfin, on perd 3. Je veux dire, on perd 3 fois contre eux. Et on n'en gagne qu'une. Mais ouais. Après, on sait que la saison régulière. Les vérités des saisons régulières, c'est pas. Voilà, c'est pas. Exactement. Et pour reprendre les propos de Embiid, il n'y a aucune rivalité, il nous casse toujours le cul. Voilà, exactement. C'est bien dit. On dit bonjour à Yaz, qui est un homme heureux, fuck Milwaukee. Il dit, bah écoute, on verra ce soir. Et Antoine qui nous dit justement, là on voit que doubler tout le temps sur Embiid n'est pas forcément la meilleure solution. On en a parlé justement sur l'intelligence de jeu qu'avait Joel Embiid et qu'il a acquis par rapport aux saisons précédentes, qui peut être un problème pour justement d'autres équipes, quoi. Donc voilà pour cette petite émission sur les Sixers, sur la deuxième victoire.